en direct. Oui, c'est un peu ça, hein, pas des supporters, hein, mais des hooligans. Vous voyez ces images qui sont absolument dingues. Ce qui est terrible, Jean-Baptiste, Oh mon Dieu. c'est que... Oh là là, on dirait que le coup de chaise qu'il prend. Clairement une bande organisée qui arrivait pour en découdre avec les supporters anglais. Depuis 48 heures, des affrontements avaient déjà eu lieu. Alors quel était le dispositif sécuritaire? Des policiers français étaient épaulés de confrères anglais, mais cela n'a pas été suffisant. Il y a 10 ans, en plein Euro 2016, Marseille va être le théâtre de l'un des faits d'armes hooligans les plus impressionnants et violents des 30 dernières années en Europe. Face à des milliers d'Anglais, un commando d'une centaine de Russes va semer la terreur en attaquant les vieux pères du hooliganisme en pleine journée. Si les scènes de guérilla urbaine ont plongé la France dans un chaos international embarrassant alors que l'Euro 2016 venait de débuter, cette journée historique marque aussi un avant et un après dans le supporterisme européen, une journée que personne n'a oubliée. Déroulé de la journée, récit des affrontements et des camps mobilisés, traque et enquête internationale, passe d'armes politiques et diplomatiques, décryptage de la bataille de Marseille. La vidéo que vous allez voir a pour objectif de revenir sur les événements d'il y a 10 ans, en juin 2016 à Marseille, ce déferlement de violence dans la cité phocéenne entre supporters anglais, supporters marseillais, français, hooligans russes et forces de l'ordre. Ces incidents ont marqué l'Europe du football, ont eu des conséquences politiques et diplomatiques et sont surtout symptomatiques de l'évolution de la culture hooligan en Europe. On va voir aussi pourquoi 10 ans après, ces incidents restent dans les mémoires collectives et pourquoi on risque d'en entendre encore parler dans le futur. Je connais assez bien le hooliganisme russe pour avoir pas mal étudié le sujet. J'ai notamment réalisé une vidéo complète il y a 2 ans qui a dépassé les 160 000 vues sur la politisation des hooligans russes, leur histoire, leur origine, leur implication aussi dans la guerre en Ukraine. Vidéo capitale à aller voir si vous l'avez manqué, elle sera en description et en commentaire épinglée. Si tu apprécies mon travail ou si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. N'oublie pas de liker et de commenter pour référencer la vidéo. C'est gratuit et ça me soutient. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas fait. Ça me pousse à réaliser davantage de contenus documentaires de ce genre en totale indépendance. Le 10 juin 2016, la France accueille pour la 3e fois de son histoire le championnat d'Europe des Nations. J'ai de très bons et beaux souvenirs de cette compétition, tant sur le terrain que dans les stades. Très belle ferveur et ambiance durant cet Euro 2016. Un Euro assez incroyable en tribune avec ses virages colorés, les Gallois, les Suédois, les Albanais, les Irlandais, les Islandais, avec également des supporters bouillants, les Croates, les Roumains, les Hongrois, les Polonais, les Turcs ou alors les Russes. C'est un Euro qui s'ouvre dans un contexte sécuritaire maximal en France. Le pays est toujours en alerte face à la menace terroriste, meurtrie et marquée par les attentats de l'année 2015, dont le 13 novembre où le football a d'ailleurs été visé et qui sévira malheureusement encore cette année-là en juillet 2016 à Nice, dont on commémorera malheureusement les 10 ans dans quelques jours. C'est donc un contexte très pesant, très lourd autour de l'Euro. Dès lors, la sécurité des acteurs, des supporters, des touristes, des officiels est un enjeu capital pour la France, d'autant plus que c'est le premier Euro à 24 nations, donc plus d'équipes engagées, plus de matchs, plus de fans, plus de visiteurs. Ainsi, 2,5 millions de supporters sont présents durant cet Euro 2016, c'est plus d'1 million de plus que l'Euro précédent en 2012, donc c'est conséquent. À cet égard, le gouvernement français a prévu un dispositif de sécurité majeur pour encadrer les matchs, les allées et venues des supporters et prévenir la menace élevée d'attentats. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, présente ainsi en mai 2016 le dispositif sécurité de l'Euro. 42 000 policiers et 30 000 gendarmes mobilisés sur tout le territoire pendant la compétition, 10 000 agents privés de sécurité, un dispositif de secours important, présence d'équipes mobiles avec 200 policiers étrangers pour lutter contre le hooliganisme et mobilisation d'officiers de liaison et d'effectifs du RAID pour protéger chaque délégation et chaque sélection nationale. Des effectifs et moyens lourds et complets qui ont permis en soi à la compétition de plutôt bien se dérouler, mais qui n'ont peut-être pas assez mis l'accent sur le volet des risques en matière de hooliganisme. Le 11 juin 2016 à Marseille, c'est l'exemple parfait d'une après-midi où les autorités n'ont eu aucun contrôle sur les événements, comme s'ils étaient totalement imprévisibles. Marseille et le stade Vélodrome accueillent le 4e match de l'Euro 2016 entre l'Angleterre et la Russie. On est vraiment au tout début de la compétition, le samedi 11 juin 2016, lendemain du match d'ouverture France-Roumanie à Saint-Denis. C'est un match, on peut le dire,
qui fait un peu peur, qui inquiète. Il y a parfois des matchs non classés à risque qui se passent mal. Là, c'est un match qui suscite un renforcement particulier des autorités. C'est l'un des 5 matchs de la phase de poule de l'Euro classés à haut risque par les autorités. Donc, on sait qu'il y a un risque autour de la rencontre, lié au hooliganisme entre autres, sauf que ce risque, il est très centré autour des Anglais. Pourquoi? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord parce que les Anglais ont laissé un très mauvais souvenir à Marseille et aux autorités marseillaises. 1998, Coupe du Monde en France, match de poule Angleterre-Tunisie au Vélodrome qui déborde pendant 2 jours, les 14 et 15 juin 1998, entre hooligans anglais, marseillais et supporters tunisiens, notamment après que des Anglais aient brûlé un drapeau tunisien. Beaucoup d'affrontements, de violences, des jets de projectiles, notamment au Prado ou aux abords du Vieux-Port. Conséquence, une 50aine de blessés. Ce sont les vieux pères du hooliganisme, les Anglais. Et ça, les autorités l'ont gardé en tête. Ils ont gardé les événements de 98, ils ont gardé cette étiquette, cette réputation qui colle assez souvent à la peau des Anglais et qui vient évidemment des fondements du hooliganisme outre-Manche des années 1970-1980 avec comme point d'orgue la tragédie du Heysel en 1985. On en parlera plus amplement dans l'analyse des événements et les conséquences. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais c'est une erreur. Cette focalisation sur les supporters anglais de la part des autorités, c'est une erreur monumentale. L'autre aspect qui cristallise la surveillance autour des Anglais, c'est qu'ils sont 3 à 4 fois plus nombreux que les Russes à Marseille pour le match. On le sait, les Anglais ont cette très grande culture des placements pour la sélection, pour les Three Lions. On le voit cet été avec le Mondial 2026. Entre la fan zone à Marseille, les bars, les abords du stade et ceux qui ont un billet pour le match, ils sont, selon les estimations, près de 60 à 70 000 Anglais présents à Marseille quand les Russes atteignent à peine les 20 000 supporters. D'autres indications tendent à mesurer les risques autour de cette rencontre. D'abord, le fait que les reliques du hooliganisme anglais, qui sont certes très faibles déjà en 2016, subsistent encore au sein de l'équipe nationale anglaise. À la base, le hooliganisme, comme le mouvement ultra d'ailleurs, ça vient du club, c'est du supporterisme de club, d'équipe locale. Or, à partir de 1985, le gouvernement Thatcher va mener une guerre totale au hooliganisme, au point de l'éradiquer progressivement par une répression très féroce. Sauf que la sélection anglaise, hormis quelques clubs très localisés et spécifiques comme Millwall par exemple, c'est l'un des derniers bastions où il subsiste encore des personnes à risque et hooligans. Mais c'est évidemment dérisoire par rapport aux années 70-80. Ensuite, autre indication, les précédents et antécédents. Alors évidemment, aucun événement entre fans russes et anglais n'a surpassé 2016, mais quelques années avant, notamment en 2007 pour un match de qualification à l'Euro 2008, il y a eu quelques heurts à Moscou entre supporters russes et anglais, et en Coupe d'Europe, on note par exemple quelques incidents assez brefs entre supporters du CSKA Moscou contre Chelsea en 2004 ou contre Manchester City, anglais contre russes. Ça sonne donc déjà particulier, parce que ce sont des bastions de supporters très chauds, avec une réputation et une histoire. Enfin, et c'est un peu passé sous silence, mais la veille du match annonçait malheureusement la couleur. Le 10 juin au soir, déjà, des affrontements avaient lieu à Marseille, mettant en prisme notamment certains supporters marseillais de l'OM venus défendre leur territoire, et quelques 200 supporters anglais amassés au Vieux-Port, notamment près du pub O'Malley's que vous connaissez peut-être. C'est une soirée qui finit sans blessés, mais avec des interpellés, avec néanmoins des scènes que certains témoins du Vieux-Port décrivent comme des scènes de guérilla. L'inquiétude commence à grandir pour de nombreux riverains et commerçants qui craignent, à raison, la journée du lendemain. Une petite poignée de supporters russes également a pris part aux quelques contacts ce soir-là, mais abattus en retraite, chargés par des supporters anglais. C'est surtout cette soirée qui a permis à certains Russes de cartographier le centre-ville marseillais, de faire du repérage et de préparer le terrain pour le lendemain. Samedi 11 juin, 15 h, sous le soleil et la chaleur de Marseille, entre 5 000 et 10 000 Anglais sont amassés sur les différentes rives et bars du Vieux-Port et dans les rues adjacentes, notamment Place aux Huiles, cours Jean Ballard, rue du Chantier, rue Neuve-Sainte-Catherine ou sur le cours Honoré d'Estienne-d'Orve. Voilà une cartographie qui vous montre l'emplacement des milliers de supporters des Three Lions dans l'hypercentre marseillais. On est sur du classique anglais. C'est-à-dire qu'on chante, on parle fort, on boit beaucoup, la consommation d'Heineken est importante, on occupe l'espace bruyamment. La surveillance policière est également importante. Voilà en gros où sont placés les effectifs policiers, notamment sur la Canebière. Ajoutons aussi au dispositif la présence de policiers britanniques en civil, ce qu'on appelle des spotters, chargés de surveiller les supporters anglais qui commenceraient des troubles et qui travaillent en collaboration avec les autorités françaises. Il y a une vraie concentration
de l'attention sur la gestion des supporters anglais, qui sont pas toujours très gentils, qui plus est alcoolisés. Ils vont commencer d'ailleurs à créer quelques troubles sur le Vieux-Port en lançant par exemple des bouteilles vides sur les forces de l'ordre ou même sur certaines façades et sur certains immeubles. Aux alentours de 16 h, des premiers hooligans russes, pour certains installés depuis un moment dans le coin, se joignent aux Anglais sur le Vieux-Port. Les premiers accrochages ont lieu entre les deux camps, notamment cours Jean Ballard et dans la rue Bailly-de-Suffren, non loin de la place Charles de Gaulle et de l'Opéra de Marseille. Les forces de l'ordre interviennent assez rapidement, les Russes sont alors repoussés, ils se dispersent. Néanmoins, à quelques hectomètres de là, en direction du Vélodrome, plusieurs centaines de hooligans russes sont déjà en train de se rassembler. Ils sont rejoints par les derniers, chantent fièrement « Russkiye Khuligani » et débute alors un raid organisé et groupé, documenté par la GoPro de certains d'entre eux et qui sera par la suite publié sur les réseaux sociaux. Leur nombre est évalué entre 150 et 200, tous appartenant à divers groupes hooligans russes. Sont ainsi repérés les Orel Butchers du Lokomotiv Moscou, des groupuscules du CSK Moscou comme la dangereuse Yaroslavka, du Zénith ou encore les Gladiators et autres firmes du Spartak Moscou. Ils sont parmi les groupes hooligans les plus puissants et organisés d'Europe. Si certains sont équipés de protège-dents, la majorité d'entre eux avancent à visage découvert, même pas vêtus d'habits aux couleurs de leur groupe, mais simplement de vêtements sobres et lambda. À noter aussi la présence de supporters serbes aux côtés des Russes, ça se voit par les t-shirts, mais aussi par les références avec le drapeau serbe, mais aussi au Kosovo serbe, rhétorique très souvent partagée dans les tribunes russes. Ils descendent à grande vitesse en direction du Vieux-Port, passent par la rue Sainte et arrivent vers 17 h au niveau de l'escalier de la rue de la Paix Marcel Paul qui mène plus bas au cours d'Estiendorf, garni de supporters anglais. C'est à ce moment-là que les Russes se regroupent une dernière fois et lancent l'assaut. Les Anglais, surpris, font face à une horde de Russes déchaînés qui progressent à une vitesse folle. On voit que les Russes prennent tout type de projectiles, bâtons, chaises, barres de fer, pieds de parasol. Un supporter anglais est projeté violemment au sol et agressé, lynché au sol par plusieurs Russes. Il s'agit d'Andrew Bash, un supporter anglais passé à 2 doigts de la mort, sauvé par l'intervention du CRS Patrice Martin qui lui a prodigué un massage cardiaque. Car oui, on le voit sur cette image, il y a bien des forces de l'ordre et des CRS sur le cours d'Estiendorf au moment de l'offensive russe. Sur cette vidéo-là, c'est encore plus marquant. On voit la vague russe déferler sur le cours d'Estiendorf et s'en prendre aux supporters des Three Lions qui se replient évidemment, un mouvement de foule se crée. Pour certains, ils sont agressés violemment au sol à 5, 6, 7 contre 1. On voit aussi que les forces de l'ordre restent quelques secondes figées, hésitent. Il y a un temps de latence avant le déclenchement de la première salle des CRS pour sécuriser la zone. Très clairement, ça traduit une forme d'imprévisibilité, d'incompréhension, mais je pense aussi qu'ils sont médusés par ce qu'ils sont en train de voir, par cette tornade russe qui progresse à vitesse grand V. Les Russes vont continuer à avancer, repousser les Anglais au Vieux-Port, où les affrontements continuent avec des jets de projectiles et de bouteilles de bière. Dans les rues annexes, les combats continuent aussi, opposant directement les deux camps. Les Russes en profitent notamment pour dérober de nombreux drapeaux anglais qu'ils exhiberont fièrement à l'issue des combats. Ces quelques images témoignent de la violence de ce qu'il se passe pendant 30 à 45 minutes dans le centre-ville de Marseille. Et pour ne pas arranger la situation, des supporters marseillais vont également se mêler à l'affaire, notamment contre des Anglais. C'est l'anarchie et le chaos le plus complet dans le premier arrondissement et il faut du temps pour que les CRS et les forces de l'ordre dispersent les foules grâce à leur gaz lacrymogène. En revoyant les images que j'avais plus vues depuis un moment, j'ai été marqué par la violence inouïe, mais vraiment inouïe, à la fois de ce raid russe et des autres affrontements. Mais évidemment, le fait de voir des gens lynchés, frappés d'une violence extrêmement forte,
c'est assez marquant. J'ose pas imaginer ce qu'ont ressenti les habitants et les commerçants. Tout était ouvert à Marseille. On était samedi après-midi, il faisait beau, il faisait chaud. Ça a dû être l'enfer et on est en train d'évacuer les blessés. Que des affrontements sporadiques, certes plus faibles, continuent toujours dans les rues intérieures du 1er arrondissement. Donc c'est vraiment le chaos. Quand tout s'arrête, aux alentours de 19 h, Marseille présente les stigmates d'une tempête, d'un ouragan, d'une bataille, et c'est pourquoi plusieurs médias, notamment France Télévisions, vont parler de cet événement comme la bataille de Marseille. Le bilan est lourd, 35 supporters blessés, tous anglais, dont 4 graves, un en urgence absolue entre la vie et la mort. Il s'agit d'Andrew Bash qui n'est pas encore sorti d'affaire à ce moment-là. 3 CRS sont également blessés. Tout de suite, un nom est pointé du doigt, celui de ce monsieur, Alexander Sprigin. Sprigin est une figure bien connue du supporterisme et du hooliganisme russe dans la scène du Dynamo Moscou. Et il est, en 2016, le chef de l'association VOB, l'Union des supporters russes, une association soutenue par le Kremlin, puisqu'elle a été créée par le ministère des Sports russe en 2007, d'où les clichés d'Alexander Sprigin avec Vladimir Poutine, puisque c'est une association liée directement au pouvoir russe. Alors attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que c'est directement le Kremlin qui a piloté les heurts et troubles des hooligans russes. Non. Mais par contre, le VOB, subventionné par le ministère des Sports russe, c'est lui qui était en charge de la logistique et du déplacement de tous les supporters russes pour l'Euro. Par conséquent, le ministère des Sports russe était peut-être aussi au courant de toute cette logistique. Donc forcément, ça suscite de nombreuses interrogations et questions. Et même si le VOB a formellement condamné les violences, Sprigin est très vite sollicité et entendu par la police française pour avoir de plus amples informations sur ce qui s'est passé. La journée du 11 juin 2016 n'est pas finie. Il y a encore le match, accessoirement à 21 h. Et donnée importante, c'est que les hooligans russes ne sont pas du tout inquiétés. Il y a très peu d'interpellations à Marseille après les heurts. Conséquence, ils sont libres de leur mouvement. Et les hooligans russes qui ont semé plutôt la zizanie, on les retrouve dans le virage sud du Vélodrome pendant le match, où ils vont d'ailleurs afficher plusieurs symboles d'extrême droite comme la croix celtique, faire un boucan pas possible, montrer fièrement les muscles, et à la fin du match, après l'égalisation russe dans le temps additionnel, un partout, de quoi enflammer le virage, il y a des heurts qui se poursuivent dans le Vélodrome avec des supporters qui tentent notamment d'entrer sur le terrain. Comme les Anglais sont beaucoup plus nombreux au stade, il y a aussi des supporters anglais présents dans le virage des Russes. Et en fin de match, alors que la séparation probablement pas assez sécurisée entre les deux camps, ça tourne à la provocation et aux affrontements en tribune. Des hooligans russes sous le regard médusé de certains supporters russes d'ailleurs, parce que la majorité est juste à Marseille pour profiter du match, franchissent le cordon de sécurité et chargent une nouvelle fois les Anglais dans le stade. Il faut une nouvelle fois une intervention des CRS et des multiples agents de sécurité pour calmer la situation. Voilà le récit d'une journée chaotique. Quelles sont les analyses et les enseignements que l'on peut tirer de ces événements à la dimension qui interpelle? Vous allez voir, il y en a beaucoup et qui laissent réellement perplexe. Première chose, c'est déjà l'ampleur de ce qu'a vécu Marseille, l'ampleur des images de la violence. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort ce jour-là, honnêtement. C'est vraiment miraculeux, tant la violence a été effroyable. Sur les 30 dernières années, c'est probablement le fait d'armes hooligan le plus agressif, médiatisé et chaotique en Europe. Tant par le nombre de personnes concernées, parce que là, c'est pas une bataille à 10 contre 10 dans une forêt obscure, le déroulé des événements, la violence, l'intensité et la durée. Le traitement médiatique autour de ces incidents est intéressant à relever aussi. On a beaucoup parlé des Russes, de la violence des Russes, à juste titre. Mais on a très peu parlé, le même jour, des incidents entre Marseillais et Anglais, qui sont très violents aussi. En fait, il y a eu plusieurs foyers, plusieurs attroupements, parfois sporadiques, mais qui ont été passés sous silence dans le récit de la journée, témoignant ainsi du chaos ambiant. Et puis l'autre mauvaise lecture, notamment de la part de certains médias, c'est le fait de parler d'une rixe entre hooligans russes et hooligans anglais. Les hooligans ce jour-là, dans le sens moderne du terme, ils sont uniquement russes, ils ne sont pas anglais. Le profil des Russes ce jour-là, c'est le profil de supporters de ce qu'on appelle en Russie l'okolo footballa. J'ai fait un peu de russe pendant mes études et okolo, ça veut dire aux environs de, aux alentours de ce qui est autour. Donc en gros, okolo footballa, ça veut dire ce qui est autour du football. Ces supporters-là, qui ont entre 20 et 35 ans en majorité, ils obéissent avec fierté et enthousiasme à une culture du supporter ultra-violente, d'ailleurs très souvent politisée, radicale et nationaliste. On parle parfois même pas de supporters, mais de combattants, parce que ce sont des gens hyper entraînés qui pratiquent la musculation, bodybuilding, le kickboxing, le MMA, la boxe. Donc ce sont des gens qui baignent
dans des sports de combat. Ces structures hooligans russes, à l'image de nombreuses structures d'Europe de l'Est comme en Pologne ou en Tchéquie, elles ont professionnalisé le phénomène hooligan depuis la fin des années 90, début des années 2000, de façon très hiérarchisée, très efficace. Et on l'a vu, ça a fonctionné comme un commando, comme une organisation paramilitaire. Les Anglais en face, c'est pas du tout le profil des firms anglaises des années 70-80, qui n'ont d'ailleurs jamais été aussi complètes et puissantes que le Colo Football d'ailleurs. Mais le hooligan anglais old school, c'est plus ça le profil type du supporter anglais en 2016. Alors évidemment, il peut être violent, notamment avec quelques grammes d'alcool dans le sang, et on l'a remarqué d'ailleurs, mais ces supporters anglais, qui ne sont pas du tout coordonnés entre eux et encadrés comme le sont les groupes hooligans russes, ils n'avaient aucune chance de rivaliser. Malgré leur énorme supériorité numérique, c'était du 2000-3000 contre 200, c'était un combat qui était tout simplement perdu d'avance. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un raid éclair, une tempête, parce qu'ils sont tombés sur des molosses ultra entraînés, quand eux ne sont absolument pas préparés à ce genre d'action, de violence et surtout d'adversaire. Ça pose ainsi plusieurs questions de dresser ce constat de combat si déséquilibré. Que cherchaient réellement les Russes? Parce qu'ils savaient très bien qui ils allaient rencontrer. Ils savaient très bien qu'en face, ce seraient des gens moins préparés, certes plus nombreux, mais plus faibles. C'est en s'interrogeant sur ce point-là qu'on touche à quelque chose d'intéressant. Parce que, quoi qu'on pense du hooliganisme, que je trouve à titre personnel, vous me connaissez, abject et nocif, la violence est à condamner sans aucune ambiguïté, c'est une pratique qui se veut normalement très codifiée. Et l'un des grands codes du hooliganisme moderne, c'est qu'on combat un adversaire de taille, c'est-à-dire un autre groupe hooligan qui cherche lui aussi le combat, qui souhaite aussi la confrontation. Là, les Russes, ils n'ont pas du tout respecté les codes. Ils se sont attaqués à des individus qui n'étaient pas préparés pour ça. Vous n'allez pas me dire que le pauvre Andrew Bash, 51 ans au moment des faits, 20 ans de plus que ses assaillants, qui s'est fait tabasser au sol à 7 contre 1, était un combattant ultra entraîné qui cherchait le contact. Andrew Bash, il avait 1,87 g d'alcool dans le sang après les analyses. C'était juste un supporter anglais éméché, rougi par le houblon et le soleil de Marseille, comme la très grande majorité des Anglais ce jour-là. Il y avait aussi des familles qui étaient là, il y avait des jeunes adolescents et des enfants sur la zone. Ce mode opératoire, donc, c'est absolument pas une pratique courante dans le milieu hooligan des 10-15 dernières années. Et c'est ce qui rend ces incidents uniques. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, permettez-moi d'ajouter ceci, les hooligans russes se sont permis de faire quelque chose qu'ils ne font que très rarement dans leur pays en Russie. C'est-à-dire une attaque à 200 en plein après-midi dans le centre-ville d'une grande métropole, à découvert, filmée en mondovision et relayée sur les réseaux sociaux. En général, en très grande majorité, jamais ça se passe comme ça en Russie. Les combats hooligans en Russie se font dans des lieux reculés, notamment en forêt ou dans des champs, à l'aube ou en soirée, le plus possible loin des caméras et des regards. Donc les Russes avaient un message ce jour-là. Et quand vous avez d'ailleurs plusieurs hooligans qui décident de filmer leur raid et le poster sur les réseaux sociaux, à remettre en perspective, c'était il y a 10 ans, c'est qu'il y a l'envie d'impressionner et de le diffuser, de faire passer un message, quitte à outrepasser tous les codes tacites qui régissent le hooliganisme en Europe. Quand vous avez les hooligans du Locomotive, les Orel Butchers, qui portent un t-shirt « Storm over Europe », tempête à travers l'Europe, et qui parlent de faire un tour de France pendant cet été 2016, vous avez compris le message. Et quand on regarde le déchaînement de violence des Russes, on comprend que ces hooligans ont saisi le contexte de l'euro pour faire parler d'eux, montrer leur force, mais aussi pour se défouler. Le motif pour les Russes, il était clair en tout cas, donner une leçon aux Anglais, les humilier, ridiculiser les inventeurs du hooliganisme, c'est ce qu'affirment de nombreux hools russes présents ce jour-là. Cet événement-là, il est symptomatique de l'évolution de la culture hooligan en Europe. Il matérialise définitivement la passation de pouvoir qui avait évidemment débuté il y a bien des années. Les Anglais ont inventé le hooliganisme, certes, mais l'Europe de l'Est, et notamment les Russes, l'ont professionnalisé et considérablement renforcé. Comment expliquer ces incidents? Comment expliquer cette faillite sécuritaire? Parce que malgré des milliers de forces de l'ordre mobilisées pour assurer la sécurité du match et des supporters, y compris sur les lieux des bagarres, force est de constater que ça a échoué. Le contexte sécuritaire joue évidemment, probablement que le risque d'attentat était beaucoup plus surveillé et mesuré que le risque en matière de hooliganisme. Je pense que c'est une réalité non négligeable. Mais le premier vrai problème déjà, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est d'avoir cru que le principal risque hooligan, il était anglais.
La France et le Royaume-Uni ont beaucoup travaillé conjointement à sécuriser et encadrer les déplacements de supporters anglais par la présence de spotters, on l'a dit, par la surveillance directe des supporters les plus à risque et l'échange, le partage d'informations, mais aussi par ce qu'on appelle les Football Banning Orders. En gros, le Royaume-Uni a retenu le passeport de plus de 2000 supporters anglais jugés très à risque et dangereux, en concertation avec les autorités françaises. Ainsi, les fans anglais, peut-être les plus dangereux, peut-être les derniers hooligans, ils n'étaient même pas à Marseille parce que la coopération franco-britannique a permis de prévenir les risques en les empêchant de voyager. Inutile de vous dire que ces dispositifs avec la Russie, que ce soit l'échange d'informations ou les spotters, ils n'étaient pas aussi bien développés, voire inexistants. D'autant plus que les relations entre la Russie et la France et la Russie et le Royaume-Uni en 2016 sont déjà pas vraiment au beau fixe. Il y a des causes géopolitiques, internationales, derrière ce manque de coopération et d'échange avec les autorités russes. On est en 2016, c'est-à-dire qu'on est 2 ans après le début de la guerre dans le Donbass et le soutien du pouvoir russe aux séparatistes pro-russes, qui a très clairement fracturé les relations avec les Occidentaux. Il n'y a pas un climat de confiance déjà à l'époque. Et entre Britanniques et Russes spécifiquement, les relations elles sont très mauvaises, notamment depuis 2006 et l'assassinat par empoisonnement à Londres de Litvinenko, ancien agent des services secrets russes repenti qui était en exil au Royaume-Uni. Et en 2016, tiens donc, la même année que les heurts à Marseille, une enquête au Royaume-Uni affirme que l'empoisonnement de Litvinenko au polonium, le poison radioactif, a été opéré par le FSB, le service de renseignement russe. Comment voulez-vous que les autorités de ces pays dialoguent avec confiance pour prévenir des risques en matière hooligan dans ce contexte-là, dans ces conditions? Et donc la France a dit, on n'a pas été prévenu. Laurent Nunez, qui était préfet des Bouches-du-Rhône en 2016, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, affirmait que les autorités françaises ne connaissaient pas l'identité des 150 à 200 hooligans russes impliqués dans le raid. Il leur était totalement inconnu. Il faut dire aussi qu'ils ont été difficiles à tracer parce que beaucoup sont arrivés pile le jour du match. Il y en avait la veille qui ont servi à repérer les lieux, mais beaucoup, dont les plus dangereux, sont arrivés le 11 juin à Marseille. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas atterri en France, mais en Suisse ou en Italie, rentrant ainsi sur le territoire français par voie terrestre, en minivan, ce qui rajoute évidemment plus de difficultés de traçabilité. En revanche, le 11 juin, malgré les nombreux effectifs policiers, il y a un problème, clairement, parce que les hools russes ont eu toute la latitude de venir un premier temps au Vieux-Port, puis de reculer pour se replier, avant de revenir en nombre attaquer. Et selon certains témoins, il y avait des hooligans russes attablés plusieurs heures près du Vieux-Port, près des bars du Vieux-Port, sans qu'ils n'aient été encadrés et surveillés. Le problème dans tout ça, pour les autorités françaises, c'est pas de ne pas avoir eu les informations sur les supporters à risque russes qui faisaient le déplacement, parce qu'on leur a pas donné, mais les échecs, c'est un primo d'avoir fait une très mauvaise évaluation de supporterisme avant ce match, en se focalisant uniquement sur les Anglais, alors qu'en 2016, le hooliganisme russe est déjà bien connu et documenté quand le hooliganisme anglais est lui déclinant, et secondo, d'avoir laissé les groupes russes, je ne parle pas des supporters russes lambda, qui eux ont bien été géreux pour le coup, il n'y a eu aucun problème, mais je parle des 150 à 200 hooligans qui ont déambulé comme bon leur semblait dans les rues marseillaises. Et je ne parle pas non plus de ce qui s'est passé au stade le soir avec des débordements qui ont continué et un dispositif qui n'était absolument pas assez efficace pour freiner les mouvements de foule ou les invasions derrière le but, comme cette simple corde blanche censée freiner les avancées russes, notamment après l'égalisation dans le temps additionnel. Les conséquences de ce 11 juin 2016 à Marseille sont multiples. C'est un jour qui va laisser des traces. Elles sont déjà sportives. Face à l'ampleur de la situation, l'UEFA annonce un sursis aux fédérations russes et anglaises. Au prochain incident de cette ampleur, les 2 équipes seront exclues de la compétition. Niveau supporterisme également, c'est la tension maximale. Je rappelle juste qu'on est au 2e jour de compétition le 11 juin. Ça annonce un mois de compétition extrêmement tendu, d'autant plus que la peur de nouveaux débordements est très élevée. On craint un match retour entre Anglais et Russes et la poursuite de débordements en 2e journée, puisque les Russes jouent la Slovaquie à Lille, tandis que les Anglais sont à quelques kilomètres de là à Lens pour défier les Gallois. Et d'ailleurs, il y a quelques incidents à Lille, moins impressionnants et plus brefs qu'à Marseille. Mais très clairement, la sécurité autour des matchs de l'Euro devient très préoccupante, notamment pour les matchs concernant les supporters à risque comme les Polonais ou les Hongrois. Les conséquences sont aussi
judiciaire, évidemment. Il va y avoir une traque et une enquête internationale suite aux terribles incidents pour déterminer, entre autres, l'identité des assaillants qui ont laissé pour mort Andrew Bash et qui va notamment être piloté par Scotland Yard. Mais évidemment, Europol est aussi sur le coup. Andrew Bash, sa vie a été ruinée. Il s'en est sorti vivant, mais il a gardé des séquelles cérébrales à vie. Il est plus autonome aujourd'hui. Pour vous dire, il ne se rappelle même pas d'avoir été à Marseille pour l'Euro. Après des mois d'investigation, en 2018, visés par 2 mandats d'arrêt européens, 2 hooligans russes du Spartak Moscou, Mikhail Ivkin et Pavel Kosov, sont interpellés en Allemagne et en Espagne. Les voici en photo au centre de l'image le 11 juin 2016 sur le cours d'Estiendorf. L'un a lancé une chaise sur Andrew Bash, l'autre est responsable du coup de poing qu'il a mis KO avant que celui-ci ne se fasse lyncher. Lors de leur procès en 2020, ils sont condamnés respectivement à 3 et 10 ans de prison. Seulement 5 hooligans russes, dont 3 en 2016, quelques jours après les incidents, ont été condamnés à des peines de prison. La très grande majorité n'a donc jamais été inquiétée par la justice. Les conséquences, elles ont également été politiques, évidemment. Ces scènes déplorables de guérilla urbaine à Marseille, qui ont fait le tour des réseaux, c'est une véritable humiliation pour la France. J'ai pas été dans les conversations à l'hôtel de Beauvau à l'intérieur ou à la préfecture des Bouches-du-Rhône cette journée-là, mais ça a dû être un bon moment. Donc évidemment, pour l'image de la France, pour la diplomatie sportive française d'accueil de grands événements, c'est une catastrophe. En revanche, la France a vite réagi, et ça a d'ailleurs fait du bruit au niveau international. 2 jours plus tard, à la suite d'une opération de gendarmerie, 43 supporters russes sont interpellés et placés en garde à vue à Mandelieu-la-Napoule, dans la banlieue de Cannes, alors qu'ils étaient dans leur bus en partance pour le 2e match de la Sbornaïa à Lille. 23 d'entre eux sont relâchés, les 20 autres sont exclus du territoire français, dont le président de l'association des supporters russes, Alexander Sprigin. S'engage alors un jeu du chat et de la souris entre les autorités françaises et Sprigin, parce que si ce dernier a bien été exclu du territoire français, il n'a eu aucun problème pour revenir en France le 20 juin, assister au dernier match de groupe de la Russie à Toulouse. Ces gardes à vue et ces interpellations tendent encore davantage les relations entre Paris et Moscou. Le football se trouve alors au cœur d'un incident diplomatique. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, condamne fermement l'arrestation des ressortissants russes et convoque même l'ambassadeur de France à Moscou pour explication. La réaction des autorités et des médias russes est assez ambivalente. Vladimir Poutine a condamné les incidents à Marseille. Pour autant, il ne s'est pas empêché de se moquer légèrement en se demandant au Forum économique de Saint-Pétersbourg comment 200 Russes ont-ils pu battre des milliers d'Anglais. Si ces événements n'ont évidemment pas plu à certains Russes, d'autres s'en sont beaucoup amusés. Le média sport.ru, très connu en Russie, publiait ces mots après le 11 juin. Nous avons vu des gars russes en bonne santé, fort beaux, bien habillés, sous les poings desquels des Anglais non moins imposants volaient dans tous les sens, comme des quilles. Les citoyens russes ne méritent-ils pas le respect, ne serait-ce que pour leur courage, ne serait-ce que parce qu'ils ont mis une déculottée aux citoyens du principal ennemi historique et géopolitique de la Russie. Des ressorts géopolitiques, je vous en parlais, bien sûr. L'histoire de l'animosité entre supporters russes et anglais, elle vient aussi de cette longue histoire politique entre les deux pays, entre les deux anciens empires rivaux. Du côté politique, un homme a également apprécié ce qu'il a vu à Marseille. C'est le député ultranationaliste russe Igor Lebedev, qui a tweeté, je cite, « Ces gars défendent l'honneur de leur pays. Je ne vois rien de mal à ce que des supporters se battent. Au contraire, bravo les gars, continuez comme ça. » Pour la petite anecdote, Igor Lebedev, c'est un homme politique qui voulait faire du hooliganisme un sport légal et reconnu en Russie. Et à ce moment-là, en 2016, son collaborateur politique, vous savez qui c'est? C'est Alexander Sprigin. Oui, le chef de l'association des supporters russes. C'est pas une blague, hein, je vous promets. Mais, la bataille de Marseille, elle a aussi eu des conséquences directes en Russie. Alors oui, certains hommes politiques russes se sont amusés de ce qui s'est passé à Marseille. Ça montre tout le nationalisme et la puissance des hooligans russes, ça jette du discrédit international sur la France et le Royaume-Uni, ok. Sauf que le Kremlin a pas rigolé très longtemps non plus et a très vite sifflé la fin de la partie pour les hooligans. Pourquoi? Parce qu'on est en 2016 à ce moment-là. Et vous savez ce qu'il y a 2 ans après. Il est hors de question pour Moscou que l'événement de soft power et international le plus important depuis la fin de l'URSS soit émaillé
d'incidents entre hooligans. Hors de question pour l'image de la Russie. Donc qu'est-ce que vont faire les autorités russes? Eh ben, elles vont minutieusement enquêter de leur côté et étudier ce qu'il s'est passé à Marseille pendant l'Euro. Résultat, en septembre 2016, Alexander Sprigin est arrêté à Moscou, démis de ses fonctions de chef de l'association des supporters russes, tout comme 300 autres hooligans qui vont être interpellés par le FSB entre 2016 et 2018, puis bannis de stade jusqu'après la Coupe du Monde en Russie. Certains d'entre eux, pour prouver qu'ils n'étaient pas en Russie au moment de la Coupe du Monde, vont même fuir à l'étranger, en Tunisie ou en Turquie. Le Kremlin va ainsi mener une vraie chasse aux hooligans. Et ça vient de la bataille de Marseille en 2016. Et d'ailleurs, ça aussi, des anciens du milieu comme Alexander Sprigin ne le digéreront jamais. Celui-ci parlant même de coups de poignard dans le dos de la part de la Russie. C'est évidemment un exemple qui montre toute la porosité dans l'histoire des liens entre hooligans et le pouvoir russe. Je l'avais dit dans ma vidéo, on le voit encore avec la guerre en Ukraine, exemple le bataillon Espagnola. Tout ça est documenté, sourcé, raconté par des anciens du milieu qui forcément, ayant été mis de côté de force, ont balancé certains dossiers. Mais voilà, ça montre aussi que cet incident a eu des répercussions pour la suite pour de nombreux pays. Et on va continuer d'en parler. Pourquoi ? Pourquoi faire cette longue vidéo aujourd'hui? Parce qu'on est en 2026. Ça fait 10 ans que Marseille a vécu ces incidents. Et ça fait 10 ans que l'intensité et la violence des affrontements et débordements sont restés dans les mémoires. Pour tous les amateurs de tribunes, ceux qui suivent, ceux qui étudient le hooliganisme, le supporterisme, personne n'a oublié cette journée. Dans le monde du supporterisme, il y a eu un avant et un après le 11 juin 2016. Et il y a aussi eu un après pour l'UEFA, l'institution européenne du football, qui, bien sûr, n'a aucune responsabilité dans ce qu'il s'est passé dans le centre-ville de Marseille. Ce n'est pas sa compétence, mais par contre au Vélodrome, les débordements ont poussé l'UEFA à repenser certains modèles et dispositifs de sécurité, notamment les no man's land entre supporters et les séparations entre blocs adverses. Pour la France aussi, la bataille de Marseille est encore dans les mémoires, surtout à l'heure où un récent rapport du groupement Territoire d'événements sportifs conseille à la France de candidater à l'Euro masculin 2036, l'Euro féminin 2033 et la Coupe du monde de football 2038. Je pense que dans les 10-15 prochaines années, la France accueillera de nouveau un événement international d'ampleur, peut-être conjointement avec un autre pays, ça reste à voir, mais nul doute que si la France redevient bien hôte d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, l'accent sera davantage mis sur la prévention des risques hooligans qu'en 2016, avec une relecture minutieuse de ce qu'il s'est passé à Marseille il y a pile 10 ans. Voilà chers amis, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, c'est très important et ça référence la vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre un petit boost et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la chaîne, direction les 70 000 abonnés. C'était dense, j'espère avoir été le plus complet possible. Je vous laisserai commenter bien sûr si vous souhaitez apporter des compléments, des précisions ou des informations. Vous retrouverez aussi de nombreuses sources en description pour compléter le sujet et aller plus loin. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Très belle semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, il fait chaud. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.